souffres, c'est normal. Tu vois, c'est ton tour de souffrir. J'ai une certaine expertise. Je peux apporter mon savoir-faire dans tel chose. Maintenant, on s'en fout de tout ça. Il a réussi même à entrer à la FMSB ou même dans une faculté privée qui coûte très cher. Aujourd'hui, c'est près d'1 500 000 par an. Parce que moi, j'ai eu à dormir aussi pour 3 000 francs. Il y a des endroits où c'était 7 000 francs. Dans des endroits très huppés, c'est 10 000 francs, parfois 15 000 pour les spécialistes. Donc, du coup, pour un jeune qui souffre actuellement, qui recherche des financements, je lui dirais, souffre, c'est normal. Tu vois, c'est ton tour de souffrir. Voilà. C'est tout. Maintenant, dans cette souffrance, tu dois comprendre qu'on apprend mieux de la souffrance que du succès. C'est quand tu souffres que tu te poses de vraies questions. D'ailleurs, quand tu souffres, c'est bien parce que tu jeûnes, ce qui est bon pour la santé. Puisque tu n'as pas l'argent pour aller dans un restaurant manger des produits toxiques de 50 000. Puisque si tu avais l'argent, tu devais aller au restaurant, acheter des gros plats, manger la mayonnaise et tout ça, je sais pas trop quoi, prendre du poids. C'est dangereux pour ta santé. Donc le fait que tu souffres, c'est bien. Parce que tu manges moins, ce qui est bon pour ton organisme. Tu réfléchis plus, ce qui est bon pour muscler ton cerveau. Comme tu lis l'heure là, ça va te permettre d'apprendre l'humilité. Parce que quand tu lis l'heure, ça fait que tu ne peux pas avoir le gros dos. Tu vas avoir le gros dos devant qui? Parce que tu ne peux pas aller quelque part et puis tu as le gros dos puisque tu n'as rien. Donc du coup, c'est une période durant laquelle tu dois développer l'humilité, tu dois développer la simplicité, tu dois réfléchir sur qu'est-ce que je sais faire. Et si je ne sais rien faire, j'apprends. Aujourd'hui, Internet permet de tout apprendre. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que je sais faire aujourd'hui, j'ai pas appris l'entrepreneuriat en fac de médecine. J'ai pas appris le marketing en fac de médecine. J'ai pas appris à vendre en fac de médecine. Je n'ai pas appris l'art oratoire en fac de médecine. Aujourd'hui, si tu m'invites à ce podcast, ce n'est pas en tant que médecin. Parce que si je n'étais que médecin, bon, il y a des milliers de médecins au Cameroun, beaucoup plus performants que moi, qui auraient pu mieux parler de la médecine. Si tu m'invites aujourd'hui, c'est pour d'autres qualités que j'ai développées en dehors de l'école. Ça veut dire que ça peut se faire. Et moi, j'ai réussi à le faire avec Internet. Et aujourd'hui, Internet, bien que dans notre pays, ça coûte cher, très cher, il faut le dire, mais au moins, on a l'opportunité de pouvoir y avoir accès depuis son téléphone. Avant, ce n'était pas possible. Moi, j'ai connu la 3G quand j'étais presque en 5e, 6e année de médecine, que la 3G est arrivée au Cameroun. Avant, nous, on fonctionnait avec la 2G. Donc, tu n'avais presque pas accès à Internet. Oui, avec Nextel, tu n'avais presque pas accès à Internet. Internet était tellement lent. Et du coup, on partait sur Internet uniquement au cyber. Je me rappelle à cette époque, il y avait les cyberlinks qui avaient des connexions Internet plutôt rapides. Ça coûtait aussi cher, mais c'était le prix à payer pour avoir accès à une certaine forme de connexion. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec ton téléphone, tu as la 4G. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu regardes des vidéos et tout. Avant, c'était impossible. Tu vas regarder les vidéos. Quand tu avais un peu de connexion, c'était pour télécharger un livre, télécharger rapidement ce que tu vas utiliser quand tu n'as pas de connexion. Donc aujourd'hui, on a la connexion, on a des téléphones qui coûtent de moins en moins cher. Avec 30 000, tu as un téléphone qui se connecte sur Internet. C'est quelque chose d'intéressant. Donc du coup, pour les jeunes qui souffrent et qui recherchent des financements, sachez que le financement ou l'argent se décline sous plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la monnaie, il y a ce qu'on appelle l'argent. Ce n'est pas la même chose. Parce que parfois, quand on parle de l'argent, les gens voient la monnaie. Ça ne signifie pas la même chose. L'argent signifie toute valeur monétaire. C'est ça que signifie l'argent. Donc, quand tu dis « je cherche l'argent », en général, ceux qui disent « je cherche l'argent » sont en réalité en train de dire « je cherche la monnaie fiduciaire ». La monnaie fiduciaire, ce sont les billets. Ça veut dire un billet de 1 000 francs, un billet de 5 000, un billet de 10 000. Ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, ça veut dire que c'est physique. On peut physiquement détruire. Mais ce n'est pas la seule forme de monnaie. Il existe aussi une autre forme de monnaie qu'on appelle la monnaie scripturale privée. C'est aussi une forme de monnaie qui est utilisée dans les institutions financières. Mais sauf que l'argent, ce n'est pas seulement la monnaie. Je prends un exemple. L'argent, c'est aussi la crédibilité. Oui, la crédibilité, c'est l'argent. La preuve. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, j'écris à quelqu'un, tout de suite, je lui dis « Alors, bonjour Audrey, comment tu vas? Je me trouve actuellement dans une situation, je voudrais que tu me fasses un dépôt de 5 000 francs. Je vais te rembourser ça demain. » Il y a des personnes à qui, si je fais ce message tout de suite, ces personnes vont immédiatement m'envoyer 5 000 directement, sans réfléchir. Pourquoi est-ce que ces personnes m'envoient 5 000 directement? C'est parce que j'ai une autre forme d'argent qui s'appelle la crédibilité. C'est aussi une forme d'argent à développer. Si tu n'es pas crédible, comment est-ce que tu fais pour avoir accès à un certain type d'opportunité? Donc, quand tu dis je cherche l'argent, sache qu'il y a plusieurs formes d'argent. Il y a la monnaie fiduciaire qui sont les billets. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir accès aux billets directement, parce que peut-être tu n'as pas encore un talent que tu peux convertir contre de l'argent, tu peux avoir accès à une autre forme d'argent qui est peut-être la crédibilité, qui est peut-être le respect de la parole donnée.
Ça veut dire quand tu dis que tu vas faire quelque chose et tu fais vraiment cette chose, et même si tu ne réussis pas à faire cette chose, tu es transparent sur ce qui ne t'a pas permis de le faire et tu expliques comment tu vas faire pour corriger le problème. Ça fait aussi partie de la transparence qui augmente la crédibilité. La crédibilité, c'est une forme d'argent aussi. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'avoir 2-3 personnes que tu peux contacter et qui peuvent t'aider à avoir le minimum vital, ça veut dire que C'est grave. l'argent qui s'appelle crédibilité, tu ne l'as pas. Ton compte bancaire crédibilité est à 0 francs ou à moins 500 000 parce que tu n'as pas de crédibilité. Du coup, tu dois développer ta crédibilité. L'autre monnaie aussi, c'est le fait que tu puisses développer ta gratitude et que tu puisses offrir de la gratitude. La gratitude, ça signifie que tu es reconnaissant pour ce que tu as. Tu es reconnaissant pour ce que tu as reçu et en retour, tu témoignes de la gratitude vis-à-vis des personnes qui t'ont soutenu et même vis-à-vis des inconnus parce qu'il y a des personnes qui t'ont soutenu aussi que tu ne connais pas. Moi, je prends un exemple. Il y a des gens qui m'ont soutenu mais que je ne connais pas physiquement. C'est pour ça que dans tous mes livres, je les dédicace aux personnes anonymes parce que je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à des personnes que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais et que je n'ai jamais vu. Pourquoi? Je peux réaliser une vidéo. Quelqu'un regarde la vidéo, il est intéressé. Il prend son téléphone, il appelle son petit frère. Il dit, je voudrais que samedi, tu ailles dans tel événement, participer à la conférence du docteur Claudel. Ça coûte 10 000. Je t'ai envoyé 20 000 francs sur Orange Money. Tu vas payer le transport avec 10 000 et tu payes 10 000 pour participer. Voilà quelqu'un qui vient de te soutenir, mais que tu ne connais pas. Et que peut-être tu ne connaîtras jamais. Et je suis certain que des personnes comme ça, il y en a beaucoup. Du coup, tu penses parfois que ce que tu es, c'est parce que tu travailles beaucoup, c'est parce que tu es trop intelligent, c'est parce que tu es trop fort. Non. Il y a des gens qui t'ont soutenu déjà quand tu es né. Il y a ta mère qui t'a soutenu parce qu'elle a failli donner sa vie. Ensuite, c'est tout un village qui éduque un enfant. Ça veut dire qu'il y a des enfants au quartier qui t'ont éduqué. Il y a des grands frères qui t'ont giflé parfois en te disant que ne parle plus mal à tes parents, donc ils t'ont aussi éduqué. Il y a des personnes qui t'ont soutenu que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois aussi témoigner ta gratitude, même aux inconnus, pour que ces inconnus-là aussi bénéficient de ce que tu as bénéficié d'autres inconnus. Et pour témoigner dans sa gratitude, qui est une autre forme d'argent, parce que la gratitude, c'est aussi de l'argent. Il faut que tu apportes aussi gratuitement ton soutien à certaines personnes. Ça veut dire que qu'importe le niveau que tu as aujourd'hui, tu es supérieur à certaines personnes. Donc, même si tu es un mendiant, il y a des gens qui sont morts. Et que tu es mendiant aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu dors dans la rue, mais tu es vivant. Parce qu'il y a des gens qui sont morts hier. Donc déjà, tu es supérieur à eux d'une certaine façon parce que tu as la vie et eux, ils n'en ont plus. Tu manges une fois par jour. Non, il y a des gens qui mangent une fois par semaine. Tu manges 2 fois par jour. Il y a des personnes qui mangent une fois tous les 3 jours. Donc, qu'importe ta situation, il y a toujours quelqu'un qui est inférieur à toi et qui est supérieur à toi. Et comme je dis toujours, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Il y a des choses que tu maîtrises, dont je suis totalement ignorant. Il y a des choses que je maîtrise, dont tu es totalement ignorant. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses que je peux te partager. Donc, une autre forme d'argent, c'est de pouvoir transmettre de la gratitude aux gens. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Comment je peux leur partager ça? Et en partageant cela, tu augmentes dans ton compte bancaire gratitude. Et ce compte bancaire, c'est une autre forme d'argent qui va te ramener des bénédictions. Et sur le plan spirituel, ça se vérifie. Donc ici, je voudrais faire comprendre qu'il existe plusieurs formes d'argent. Et un jeune qui n'a pas d'argent doit faire déjà une évaluation, un diagnostic de ses différents comptes bancaires. Mon compte bancaire monnaie fiduciaire est à combien? C'est-à-dire les billets. Il est à 0 francs. D'accord? Donc je n'ai pas d'argent fiduciaire. Mon compte bancaire crédibilité est à combien? Ça veut dire dans mon téléphone, il y a combien de personnes que je peux contacter qui peuvent me débloquer une situation urgemment? Il est à 0. Ça veut dire que je dois travailler dessus. Mon compte bancaire gratitude est à combien? Ce mois, j'ai accompagné combien de personnes? Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle les exercices de gratitude. Ça veut dire que chaque semaine, tu dois te dire, cette semaine, je dois accompagner 5 personnes gratuitement à atteindre un objectif grâce à ce que je sais faire. C'est comme ça que sur chacun de ces aspects, tu vas donc développer de l'argent et progressivement obtenir des financements qui ne sont pas juste des biais, mais qui parfois sont juste de la crédibilité. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir convaincre des personnes à nous rejoindre dans des projets. Wow, c'est super intéressant. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ce que vous dites est très... On peut vite comprendre de quoi vous parlez par rapport à... Non, il faut prendre un prêt à la banque, il faut déposer, il faut créer un bon projet. Des trucs qu'on nous raconte à la fin de la journée. Comment est-ce que tu peux me dire que tu étais en difficulté et tu as demandé qu'on te prête de l'argent et ton père t'a prêté $300 000? Il a pris où? Tu vivais bien. Oui. Bon, ça veut donc dire, en résumé, que quand on n'a pas l'argent physique, il faut qu'on apprenne. Oui. Il faut qu'on gagne en compétences. Oui. Je résume ce que vous avez expliqué. Il faut qu'on essaye de développer et augmenter notre crédibilité. Très Il ne faut important. pas que tu prends ton téléphone, tu dis, bonjour, est-ce que tu peux m'aider avec 2000? J'attends un argent là. Et il ne s'agit pas d'être un mendiant, parce que je le précise. Il ne s'agit pas d'être un mendiant. Parce que quand je dis développer sa crédibilité, la personne que je contacte pour dire à
cette personne, est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 francs, je vais te rembourser dans 5-6 jours. En fait, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà témoigné de la gratitude plusieurs fois. C'est quelqu'un que j'ai déjà accompagné, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà apporté de la valeur, dont je ne suis pas en train de mendier. C'est juste une compensation d'un travail que j'ai déjà fait. Parce qu'il ne faudrait pas que des gens comprennent ça comme si il faut avoir des gens chez qui tu mendies. Puisqu'à un moment donné, ils vont plus répondre, en fait. En fait, tu jouis juste de la gratitude que tu as donnée. Exactement. Ce que tu as transmis. Parce que si tu n'as rien donné, tu vas recevoir quoi? On va te dire qu'on attend un argent. Oui. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, c'est que Dr. Couleur dit, il faut apprendre. Oui. Il faut gagner en compétences. Oui. Il faut donner aux gens. Absolument. Si tu n'as rien, donne ce que tu connais. Si tu es fort, va aider la mère à porter. C'est son bois. Oui. Tu l'amènes à la maison. Je pense que c'est ça. Et si tu ne fais pas ça, tu vas souffrir. Puis quand on ne sème pas, on ne récolte rien. Et après avoir souffert, tu vas mourir. Oui. Et la vie va continuer normalement et mieux qu'avant. On va toujours marcher. On va toujours faire l'amour, C'est toujours rire après ta mort. Et même pendant ta mort, on va rire. Tu vois que le pain n'était pas bien chargé. Ça, c'est un mauvais deuil. C'était un bon deuil. Oui, pendant ton deuil, les gens vont se moquer de ton deuil. Parce que tu ne valais rien du tout. En tout cas, est-ce que vous pensez que le problème réel, ça c'est une question vraiment très bizarre, est-ce que vous pensez que le problème du pays ici, c'est le chômage? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Alors, c'est une question philosophique, mais je vais me battre pour y répondre de la manière la plus simple. Est-ce que je pense que le problème de notre pays, c'est le chômage? En tout cas, ce n'est pas le seul problème et ce n'est même pas le problème le plus important. Je m'explique. Le chômage, c'est un problème. Ça, il faut le dire clairement, mais ce n'est pas le seul problème et ce n'est pas le problème le plus important. Je vais même être un peu radical et bizarre. J'estime que le chômage est très bien pour notre pays. D'accord. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu chômes, tu lis l'heure, n'est-ce pas? Et c'est la meilleure période de ta vie. Parce que quand tu lis l'heure, tu réfléchis. Quand tu lis l'heure, tu te poses des vraies questions sur ta vie. Parce que quand tu manges, tu bois, tu t'amuses, la vie est simple, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, tu ne travailles pas. L'expérience a montré que les gens qui ont tout ont plus de risques de tomber dans la dépravation. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain type de questions qui ne se posent plus. Si tu te lèves le matin, tu sais que tu n'as pas de problème de loyer, tu n'as pas de problème de quoi manger, tu n'as pas de problème de ce que tu vas porter. Chaque jour, l'argent que tu as augmente, tes parents ne font que te donner de l'argent. Tu peux aller en vacances où tu veux. Mais à un moment donné, tu vas te dire, bon, il y a des questions que tu ne vas plus te poser et tu vas être coupé de la réalité. Quand tu n'as rien, tu te poses les vraies questions. Tu te dis, pourquoi je suis pauvre? Et c'est une belle question. Parce que si tu te poses bien cette question, tu vas arriver à des solutions qui vont te pousser à travailler un peu plus. Maintenant, malheureusement ou heureusement, en fonction des cas de figure et en fonction de la personne qui analyse, il y a des choses qui nous poussent à ne pas vraiment nous poser ces questions en profondeur. Moi, j'ai toujours l'habitude de citer deux. Il y a l'église qui nous pousse à ne pas nous poser les questions en profondeur. Parce que quand tu dis, pourquoi je suis pauvre? Tu vas à l'église, tu pries, tu confies au Seigneur et tu attends, tu vois, qu'il envoie la solution. Bon, lui-même, il n'est plus revenu, donc je ne vois pas comment il va t'envoyer la solution. La deuxième chose, c'est que quand tu as fini de confier au Seigneur, tu bois une bière. Et en attendant que la solution vienne, tu vois. Et du coup, ça anesthésie ton cerveau et ça te pousse à penser qu'un jour, la solution va venir. Et ça ne viendra jamais. Tu vas juste mourir et la vie va continuer normalement et mieux qu'avant. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le chômage est très bien dans plusieurs cas de figure. Déjà, ça pousse ceux qui sont au chômage à trouver des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Et tu dois te battre toi-même. Moi, quand je commençais en ligne au départ, j'ai été tellement insulté par mes collègues médecins. Et là, je suis obligé de le dire. Parce qu'ils estimaient que, mais c'est quoi ces médecins qui sont sur Internet? Les médecins de Facebook. Au lieu d'être à l'hôpital, vous êtes sur Facebook en train de publier des contenus, parler des maladies. Est-ce que ça, c'est la médecine? Allez à l'hôpital. Bon, au départ, je me battais à leur expliquer que, mais la médecine a plusieurs dimensions. Il y a la médecine primordiale et primaire qui intervient avant qu'on ne tombe malade et ça prend en compte la prévention, la sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons en ligne. Ça fait partie de la médecine. Il y a la médecine secondaire qui intervient quand on est déjà malade. Oui, là, vous êtes à l'hôpital, vous recevez des patients. Mais sauf qu'elle coûte plus cher. Parce que quand tu reçois déjà quelqu'un qui est malade, déjà dans notre pays, il n'y a pas la sécurité sociale. Il y a le chômage. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas de revenus. Et ils tombent malades, c'est trop grave. Puisque quand il arrive à l'hôpital, il faut payer le carnet. Il faut payer la consultation. Après la consultation, il y a les examens à faire. Peut-être on va dire qu'il y a l'hospitalisation. Il n'a pas d'assurance. Il n'a pas de sécurité sociale. Il n'a pas de couverture sanitaire. Il n'a pas de revenus. Il est au chômage. Il va faire comment? Mais il va seulement mourir. Ou il sera obligé de commencer à dire, bon, le roi des herbes, on trouve ça dans quel quartier? Au moins, je peux boire ça et je sais. Il va commencer à faire les jus de feuilles de mangue, les jus de feuilles de papaye. Il va essayer toutes les astuces possibles. Pas parce qu'il aime trop la médecine traditionnelle, hein. Parce qu'il n'a rien. Tu vois combien il est en train d'innover parce qu'il est pauvre et il n'a rien. Et c'est donc ça le problème. Ça, c'est une forme de médecine. Après, il y a la médecine tertiaire qui intervient juste pour gérer les complications ou alors les conséquences d'un certain mal qui s'est installé. Du coup, les médecins ne comprenaient pas le fait qu'on soit en ligne en train de sensibiliser et tout. Sauf qu'aujourd'hui, 10 ans après,
après, je me rends compte que de plus en plus de médecins sont sur Internet. De plus en plus de médecins créent des comptes sur TikTok, sur Facebook et tout. Et chaque fois que je vois un nouveau médecin ou un nouveau professionnel de santé sur Internet, je suis très content parce que je me dis, ça veut dire peut-être que vous êtes déjà enfin en train de comprendre. Bon, comme aussi ça peut être une conséquence de la lecture de l'heure. Parce que quand tu lis l'heure, tu te dis, mais dis, je suis médecin au chômage. Parce que quand tu parles de chômage, ça touche aussi les médecins. J'interpelle ici, par exemple, l'ordre des médecins qui a fait un communiqué dernièrement pour signaler le fait que le chômage des médecins dont on parle depuis plus de 10 ans est en train de prendre des proportions démesurées. Je pense que ça devrait être une problématique qui nous interpelle nous tous. On parle du chômage des médecins. Après 7 ans. Ça veut dire que quelqu'un est allé en faculté de médecine. Il a fait 7 ans. Peut-être s'il était à la FMSB déjà pour entrer à la FMSB, le concours, c'est la magie. Il a réussi même à entrer à la FMSB ou même dans une faculté privée qui coûte très cher. Aujourd'hui, c'est près d'1 500 000 par an. Rien que la pension. Il a fréquenté comme ça pendant 7 ans. Il récitait des dizaines de livres par an. Il est sorti et il est au chômage. Mais c'est une situation qui est trop grave. C'est un danger même pour la santé publique. Parce qu'un médecin qui est au chômage, qu'est-ce qu'il va faire comme activité? S'il a les moyens, peut-être il va aller à l'étranger si ses parents peuvent payer. Mais ce n'est pas quelque chose d'ouvert à tout le monde. Pour aller à l'étranger, il faut beaucoup d'argent. Il prend l'argent ou peut-être si ses parents ont les moyens. Est-ce qu'il peut ouvrir une clinique? Non. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour ouvrir une clinique. Et il n'a même pas l'expertise pour commencer à ouvrir une clinique directement. Il n'a pas de travail. Il va faire quoi? C'est grave. C'est extrêmement grave. Il risque même de commencer à devenir dangereux pour les patients. Parce qu'un médecin qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui vit chez ses parents, qui a sa copine, qui peut-être a eu 1 ou 2 enfants en faculté de médecine, il a besoin d'argent. Il est dans 2 tontines. Il est à pied parce qu'il ne peut pas s'acheter une voiture. Il est sur la moto tous les jours. Ses patients le voient sur la moto avec la sueur. Il arrive à l'hôpital avec une grosse serviette parce qu'il sort de la moto. Ses patients voient comment le médecin souffre. Déjà que ça réduit la crédibilité du médecin. Parce que si tu es un patient, tu vois comment ton médecin arrive à l'hôpital avec la sueur partout sur lui, sans mauvais. Tu vois comment il lit l'heure, sa chemise est sale. Stressé. Et tu te dis, mais c'est lui qui va me soigner. Non, ce n'est pas. Il doit d'abord se soigner lui-même, tu vois. Puisqu'il n'a pas d'ailleurs trouvé de solution pour lui-même. Il va me soigner comment? Même si tu es très intelligent, si le brandy ne correspond pas à ton intelligence, ça ne passe pas. Donc, du coup, le médecin est clochardisé. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça entraîne déjà la fuite des cerveaux. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que seulement en France, il y a plus de médecins camerounais que dans tout le Cameroun réuni. Je parle seulement de la France et je ne parle pas de toute la diaspora. Je dis les médecins camerounais qui sont en France sont plus nombreux que tous les médecins camerounais inscrits à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ils sont plus nombreux en France. Parce que la fuite des cerveaux est catastrophique dans l'univers médical, surtout concernant les médecins. Donc un médecin qui est au chômage, c'est quelque chose de grave parce que ça le rend dangereux. Parce que s'il n'a pas une certaine conscience professionnelle, une certaine éthique, mais attends, il va voir le patient comme un client. Parce que chaque fois qu'il va voir le patient, il va se dire, mais attends, c'est lui qui va m'aider à payer ma tontine ce week-end. C'est lui qui doit m'aider à payer le loyer. C'est lui qui doit m'aider à faire telle chose. Donc parfois, c'est aussi la lecture de l'heure qui a conduit les médecins à se mettre aussi en ligne et les professionnels de santé. Mais ça me plaît parce que même si c'est le cas, au moins ça participe à cette sensibilisation, à cette émulation qui permet à ces professionnels de santé de pouvoir apporter leur contribution. Donc pour moi, je dirais que le chômage, c'est une bonne chose aussi dans ce sens-là parce que ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Ça fait aussi en sorte que les entrepreneurs ont un grand avantage parce que quand le taux de chômage est très élevé, l'entrepreneur est content puisque la main-d'œuvre est moins chère. Parce que quand tu es au chômage, tu es moins exigeant. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des médecins, par exemple, qui touchent 50 000 par mois, parfois moins. Pourquoi est-ce qu'un médecin peut être recruté? On lui donne 50 000 par mois, il accepte. C'est parce qu'il y a le taux de chômage trop élevé, non? Parce que s'il se dit, si je n'accepte pas, je vais faire quoi? Je reste à la maison, je ne fais rien. Au moins, je garde la main. Et du coup, tu vois qu'il devient moins exigeant. Parce qu'avant, il aurait dit non, je suis médecin. J'ai fait 7 ans en faculté de médecine. J'ai une certaine expertise. Je peux apporter mon savoir-faire dans tel chose. Maintenant, on s'en fout de tout ça. On te dit, si tu refuses, il y a 200 dehors qui sont prêts à travailler gratuitement juste pour ne pas perdre la main. Du coup, tu acceptes 50 000. Donc, le taux de chômage baisse aussi les coûts en ce qui concerne les charges de recrutement. Donc, c'est un avantage pour les entrepreneurs. C'est un avantage pour ceux qui sont au chômage parce qu'ils doivent lire, se poser les vraies questions et eux-mêmes travailler pour résoudre leurs problèmes. Maintenant, c'est clair que c'est une condition aussi pour l'insécurité. Et là, c'est aussi un risque parce que quand des gens sont déjà au chômage, ils se rendent compte que, mais attends, nous sommes au chômage. Ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui dirigent ont des milliards. On dit tout le temps qu'ils ont volé des milliards. À un moment donné, ça peut créer une forme de rébellion. Et les gens entrent dans l'insécurité, dans le grand banditisme. Les gens commencent à poser des actions dangereuses qui peuvent être néfastes parce que la responsabilité du chômage vient de 2 causes. On a la cause directe qui vient des chômeurs et aussi on a la cause qui provient de nos dirigeants globalement parce que c'est à eux de mettre en cadre ou du moins de mettre en place le cadre nécessaire qui permet de pouvoir travailler dans des conditions optimales. Donc, voilà comment je pourrais analyser le chômage. Et pour conclure sur cette question, je dirais
vrai que dans un pays, tous les jours on dit qu'on veut que le pays soit développé. On veut que notre pays se développe. Oui. Mais pour que quelque chose se développe, il faut qu'on puisse semer, il faut qu'on puisse produire, afin que cette production permette le développement. Dans un pays qui sème, ce ne sont pas les politiciens sèment quoi? Puisque parfois il n'a même pas de travail. Et son travail, c'est la politique. Dans un pays, ceux qui sèment, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui produisent la richesse. Le fonctionnaire, c'est juste un gestionnaire de la richesse produite par les entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est un créateur de richesse. Il se lève un matin, il se dit, je vais créer, par exemple, une agence de com. Cette agence de com doit apporter des services de com aux entreprises. Donc, il vient de créer une initiative. Cette initiative-là lui permet de développer des offres de services. Ces services-là, il les propose aux entreprises. Ça veut dire qu'il valorise son talent et son expertise. Ces entreprises-là lui donnent donc de l'argent en compensation de ce talent qu'il apporte. Donc, il vient de créer de la richesse. Quand il crée cette richesse, qu'est-ce que le fonctionnaire fait? Le fonctionnaire vient taxer une richesse qui existe déjà grâce à l'entrepreneur. Donc, le fonctionnaire vient dire, OK, on va prélever les impôts, on va prélever la douane, on va prélever la taxe de telle chose, telle chose, telle chose. Et ce sont ces prélèvements-là qui permettent de payer même les salaires des fonctionnaires, de construire les routes, de construire les hôpitaux, ainsi de suite. Parce que cette richesse va permettre de pouvoir faire des initiatives. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi la corruption, parce que parfois, cette richesse créée est prélevée et détournée. Malheureusement, c'est pour ça que la corruption, c'est aussi un fléau très important. Mais sans les entrepreneurs, on n'a pas de développement. Donc, le chômage aussi, parfois, pousse les gens à entreprendre. Et c'est aussi une bonne chose. Parce que c'est la lecture de l'heure, parfois, qui te pousse à te dire que, mais est-ce que je ne peux pas vendre les chaussures? C'est vrai que j'ai fait la médecine, mais et si je vendais les chaussures aussi? Voilà. Tu vois, c'est pour ça que tu vas voir les médecins aujourd'hui qui deviennent community manager. Tu vois, un ingénieur, par exemple, qui aujourd'hui vend les beignets. Tu vois, on va dire que non, c'est une activité dégradante. Non, ce n'est pas dégradant. Il produit de la richesse. Puisque pour faire ces beignets, il prend une matière première qui s'appelle le maïs, qui était une matière première brute. Il transforme cette matière première en farine. Ça veut dire qu'il vient d'apporter ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Donc, il a déjà commencé le processus de création de richesse. Parce que le maïs et la farine a une valeur plus importante que le maïs. La farine coûte plus cher que le maïs brut. Donc, quand on passe du maïs brut à la farine, on a déjà créé de la richesse parce qu'on a transformé pour apporter une valeur. Donc, lui qui vend les beignets là, il est en train de créer de la richesse. Et cette richesse-là va lui permettre de capter une plus-value pour lui-même et ça va permettre au gouvernement ou à l'État de prélever une partie de cette richesse pour faire fonctionner le pays. Maintenant, lui aussi, avec cette richesse, il va recruter des personnes. Donc, il est en train de contribuer à réduire le chômage. Avec cette richesse, il va se développer lui-même. Et quand il se développe lui-même, ça veut dire que ça garantit aussi à ce que sa famille soit développée. Il va payer l'école pour ses enfants. Ça va augmenter le taux de scolarisation. Il va s'occuper de sa femme. Il va s'occuper de sa belle famille, ainsi de suite. Donc, les entrepreneurs sont le trésor du développement d'un pays. Et ces entrepreneurs-là, parfois, sont créés grâce à la lecture de l'heure qui découle du chômage. Donc, moi, je trouve que le chômage, d'une part, est dangereux parce que ceux qui ne sont pas résilients peuvent être détruits par cela et ça peut les pousser dans des travers. Mais d'une autre part, moi, j'ai appris, même par mon parcours, que c'est dans des périodes de turbulence, dans des périodes difficiles. La preuve, je me suis lancé, pourquoi? Parce que j'étais au chômage. C'est aussi mon histoire. J'ai fait le concours d'intégration, je n'ai pas passé. J'étais de garde en remplacement d'un collègue à l'hôpital. Après, je me suis dit, mais attends, autant mieux me lancer aussi une fois en entrepreneuriat et je me suis lancé grâce au chômage. S'il n'y avait pas le chômage, si j'avais eu mon concours, j'avais eu mon matricule, c'est que je ne serais pas dans ce podcast. Je serais dans un hôpital à, je sais pas, à Choléré quelque part où je sais pas où, en train de faire ma médecine calmement et jongler jusqu'au jour où je vais mourir dans l'anonymat, tu vois. Donc, il a fallu cette frustration profonde découlant du chômage, de la lecture de l'heure, pour que je me lève et je me dise, mais attends, les choses doivent changer. Et c'est la même chose que les jeunes qui sont au chômage doivent faire. C'est vrai que le chômage ne touche pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui souffrent, que ce soit du chômage ou de d'autres formes de souffrance, doivent comprendre que le plus grand carburant d'un entrepreneur, c'est la frustration. Donc, ils doivent transformer cette frustration-là en un carburant qui va les pousser à entreprendre et à changer leur vie.